merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, effectivement, après ce beau voyage vers les exoplanètes, je vais vous emmener vers l'exploration de l'histoire précoce de l'univers. Et pour commencer, donc, une image qui vous parlera un petit peu plus à la fin de ma présentation et qui montre que je mets ici pour montrer comment, du point de vue de l'exploration de l'univers, ce qui a motivé la conception du télescope James Webb. Et donc, vous voyez ici qui est la recherche de l'aube cosmique, qui est la lumière des premières étoiles et galaxies qui sont apparues dans l'univers au début de son développement, environ 100 millions d'années ou plus après le Big Bang. Donc ici, c'est une fresque de l'univers avec le Big Bang ici, son évolution ici que je détaillerai un petit peu plus tard, et jusqu'au temps présent à 13,8 milliards d'années. Et c'est parce que les grands télescopes terrestres et le télescope Hubble, qui ont pu voir plutôt loin dans le passé ici, n'ont pas pu voir au-delà d'une certaine époque ici. Et ce qui a motivé ce développement, en tout cas la conception de ce télescope pour aller voir plus loin au début, là où les galaxies étaient nées. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et pour commencer, alors on va commencer très doucement, une propriété première qui nous permet l'exploration de l'univers, c'est le fait que la lumière a une vitesse finie, donc c'est une évidence, mais il est toujours instructif de montrer ici ce que ça signifie aux échelles astronomiques. Et donc vous voyez ici, en temps réel, le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir la distance Terre-Lune, et donc bien sûr c'est un peu plus d'une seconde, donc nous voyons la Lune telle qu'elle était il y a environ une seconde, et pendant ce temps, un groupe de photons qui était parti du Soleil au début de ma diapositive n'a fait qu'un tout petit peu une partie du chemin qui le sépare de nous, donc il faudra 8 minutes pour nous atteindre. Donc, première propriété qui nous permet d'explorer l'univers, plus un objet est lointain, plus sa lumière met du temps à nous parvenir et plus nous le voyons tel qu'il était dans le passé. Le deuxième phénomène fondamental pour l'exploration de l'univers, c'est un phénomène qui a été attribué pendant longtemps au seul américain Edwin Hubble, ici, mais qui avait été anticipé par Georges Lemaître, un Belge, et qui nous dit que plus une galaxie est loin de nous, plus vite elle s'éloigne de nous. Et la constante de proportionnalité est telle que pour une galaxie située à 1 mégaparsec de nous, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 19 km, elle va s'éloigner à environ 70 km par seconde de nous. Donc la valeur numérique n'a pas de grande importance, mais cela signifie que l'univers est en expansion et le fait qu'il y ait une proportionnalité entre distance et vitesse signifie que nous n'occupons pas une place particulière dans l'univers. Un observateur sur une autre galaxie verrait la même chose que nous et mesurerait la même loi. Donc, plus une galaxie est loin de nous, plus vite elle s'éloigne de nous, et cela fait quelque chose de particulier à sa lumière, bien sûr, en raison de l'effet Doppler. Donc, je ne vais pas expliquer ce qu'est l'effet Doppler ici, seulement rappeler que pour une source lumineuse en déplacement, la fréquence apparaît diminuée à un observateur resté en arrière-plan et augmentée pour un observateur qui est dans la direction où se déplace la source. Et donc, la lumière qui nous parvient des galaxies qui s'éloignent de nous, qui s'éloignent vite de nous, est donc décalée vers le rouge, et c'est ce décalage vers le rouge que on appelle le redshift et on note habituellement Z et qui est déterminé ainsi en fonction du rapport des longueurs d'onde observées et émises. Donc, plus un objet est lointain, plus il s'éloigne vite de nous et c'est avec et plus son décalage spectral est important. Donc, le redshift est 0 pour un objet avec nous et il augmente au fur et à mesure que la galaxie est lointaine. Et donc c'est dans ce contexte que, autour de Noël 1995, les astronomes ont décidé d'explorer l'univers en pointant le télescope spatial Hubble à l'époque vers un coin le plus vite possible du ciel, un coin dépourvu d'étoiles, dépourvu de galaxies, de nébuleuses, etc., et de pointer sur ce coin noir du ciel pendant un temps
très long de plusieurs jours, et pour voir ce que se cachait derrière. Et donc, le résultat a été époustouflant dans le sens que dans ce coin noir du ciel, qui est moins de 2% de la surface de la Lune, tel que vous voyez ici, sont apparus des milliers et des milliers de galaxies aussi loin que l'on puisse voir dans le passé. C'est-à-dire que la sensibilité du télescope Hubble avait permis de montrer que plus loin on va, on ne voit jamais le commencement, on ne voit jamais où s'arrête cette population de galaxies. Et c'est qu'en réalité, il y a une limite à ce que peut voir le télescope Hubble dans le passé, qui vient du fait qu'il ne voit essentiellement que la lumière ultraviolette est visible, ici un tout petit peu dans l'infrarouge, ça c'est la limite de ce que peut voir le télescope Hubble. Et donc pour une galaxie très lointaine de nous et donc qui s'éloigne très rapidement de nous, sa lumière peut être tellement décalée vers le rouge qu'elle sort du domaine visible accessible ici au télescope Hubble, ici ce qui se passe sur cette galaxie ici. Des galaxies si lointaines ne peuvent être observées que dans l'infrarouge, et c'est un argument qui a été fondamental à l'origine de la conception du télescope James Webb. Il fallait un télescope qui voit dans l'infrarouge, qui soit plus grand et plus sensible que le télescope Hubble, et qui puisse nous permettre d'observer la distance, la naissance des galaxies à très grande distance de nous. Alors on peut illustrer avec un petit graphique ici la limite de ce que peut voir le télescope Hubble. Et donc c'est une horloge cosmique en quelque sorte où le Big Bang aurait lieu à l'heure zéro ici. L'évolution de l'univers se passe dans ce sens-là et le présent se trouve à minuit. Dans cette diagramme ici, l'apparition de l'espèce humaine à 2,3 millions d'années pratiquement confondues avec le temps présent. Le système solaire s'est formé aux 2/3 de l'évolution de l'univers il y a environ 5 milliards d'années. Et les étoiles les plus lointaines, les plus anciennes que l'on trouve dans notre galaxie sont datées de 13,6 milliards d'années, c'est-à-dire presque proche du Big Bang. Et vous voyez ici que la limite du télescope Hubble a 13,4 milliards d'années dans le passé, seulement 400 millions d'années après le Big Bang, est quand même sacrément dans le passé. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-il si intéressant d'aller observer ces 400 premiers millions d'années de l'univers entre le Big Bang et ce que peut voir le télescope Hubble. Et donc, manière de voir ça, c'est cette autre représentation de l'histoire de notre univers avec le Big Bang ici à gauche et le présent ici à droite, et où l'histoire précoce de l'univers a été étirée de manière à en montrer plus de détails. Alors, dans le modèle standard de la cosmologie, le Big Bang a été suivi d'une période d'inflation rapide. Le Big Bang était au début l'univers rempli de particules et de photons, etc., qui s'est refroidi progressivement jusqu'à ce que les électrons soient assez lents pour être capturés par les noyaux et former des atomes, et c'est l'ère de la recombinaison, c'est ici. Donc, les électrons ayant été capturés, les photons pouvaient se déplacer librement sans interaction, et nous les observons aujourd'hui dans le fond diffus cosmologique ici. Il y a une longue période ensuite qu'on appelle la chambre de l'univers, qui était remplie donc d'hydrogène pour les 3/4 et pour 1/4 d'hélium neutre, avec quelques traces d'éléments un petit peu plus lourds comme le lithium, et où il ne s'est pas passé grand-chose. Seulement les petites fluctuations de densité initiale de l'univers ont grandi sous l'effet de la gravitation, qui était dominée par la matière noire, dans lesquelles la matière ordinaire tombait avec des puits de potentiel, et à un certain moment, on ne sait pas exactement quand, il y a eu certaines régions de l'univers qui étaient suffisamment denses et chaudes pour déclencher la réaction de fusion de l'hydrogène. Et donnant naissance donc à cette toute première génération d'étoiles. Et on pense que ces premières étoiles étaient extrêmement massives, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Et toujours est-il que leur rayonnement ultraviolet
très vigoureux, a commencé à briser les atomes d'hydrogène neutre qui étaient autour d'elle, et donc c'est le début de ce qu'on appelle la phase de rayonisation de l'univers. Et vous voyez ici que ce que vous voulez voir, le télescope Hubble, à peu près ici, et encore très très succinctement à ces époques-là, justement quelques galaxies ont été détectées là, n'a pas permis de nous renseigner sur la manière dont s'est déroulée cette période de rayonisation, cette transition de phase de l'univers. Et en fait, ce que le télescope Hubble, James Webb, donc, lui est programmé pour avoir, en principe, jusqu'à 70 millions d'années après le Big Bang. Il n'a pas été construit pour voir ce qui se passait avant, parce qu'on a déjà vu avec les activités COBE, WMAP et la mission Planck, on a déjà vu ce qui se passait avant, on a déjà vu les photons du Big Bang. Il a été conçu pour explorer très en détail toute cette période de l'aube cosmique et de la rayonisation de l'univers. Et donc voici un petit film qui montre en gros la manière dont aurait pu se dérouler la rayonisation de l'univers entre 100 millions d'années et 1 milliard d'années après le Big Bang. Vous voyez ici le code de rayonisation de régions sombres et opaques, rougeâtres, blanchâtres, bleues et enfin translucides. Et vous voyez qu'en fait cette rayonisation n'est pas homogène. Il y a des régions de l'univers qui sont plus ionisées que d'autres, des régions moins ionisées, et c'est justement ce type d'information que l'on cherche à caractériser avec le télescope James Webb. Et parce que de savoir où sont les sources qui ont... où sont les sources qui ont dominé la rayonisation de l'univers et de quelle manière l'ont-elles fait, et pouvoir avoir cette information nous renseignerait donc sur la nature de ces sources et sur les processus physiques qui ont dominé cette transition de phase de l'univers. Une conséquence intéressante de la rayonisation de l'univers est ce qu'elle peut faire sur l'observabilité des galaxies qui sont très lointaines. Et donc voici ici, c'est un spectre ultraviolet d'une source qu'on peut considérer dans l'univers lointain, un quasar en l'occurrence ici. Et donc ce que va montrer cette petite vidéo que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe, ce qui arrive à ce spectre alors qui est émis par un quasar lointain et qu'il fait son voyage à travers l'univers vers l'observateur terrestre. Et alors vous voyez dans ce spectre ultraviolet ici, donc il y a une raie d'émission Lyman alpha, une raie Lyman bêta, et vous voyez qu'il a un continu assez substantiel donc aux énergies supérieures à l'énergie d'ionisation de l'hydrogène. Et ce qui se passe, c'est que donc toute la vidéo se passe dans le repère propre du spectre, c'est-à-dire que c'est comme si on était assis sur le spectre et qu'on voyageait avec lui dans son voyage depuis le quasar jusqu'à l'observateur. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le spectre est décalé vers le rouge par l'expansion de l'univers, l'hydrogène sur la ligne de visée absorbe le spectre à des longueurs d'onde caractéristiques, donc de absorption Lyman alpha, absorption Lyman bêta, et l'ionisation les photons permettant d'ioniser l'hydrogène sont aussi absorbés. Et au final, vous voyez que ce quasar lointain va avoir des absorptions par le milieu intergalactique d'hydrogène neutre dans le milieu intergalactique à toutes les longueurs d'onde plus courtes que Lyman alpha. Et bien sûr, plus vous êtes loin au début de l'époque de la rayonisation, plus l'univers est rempli d'hydrogène neutre, et donc plus il va y avoir d'absorption de ce spectre aux longueurs d'onde plus courtes que Lyman alpha. Et ça a une conséquence intéressante sur l'observabilité donc des galaxies les plus lointaines. Et en particulier, comment trouver les galaxies les plus lointaines parmi la multitude de galaxies, les milliers de galaxies qui sont visibles dans les champs profonds du ciel, tel que le champ de Hubble que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est illustré sur cette photo ici. En fait, la question est que si une galaxie est très lointaine et si tout son flux plus court que Lyman alpha est absorbé, cette galaxie ne va pas être visible si vous prenez une photographie du ciel en bande bleue, mais elle va apparaître si vous prenez une photographie en bande rouge. Et en particulier, si vous arrivez à isoler les deux filtres qui arrivent à capturer la transition de l'invisibilité dans le bleu à la visibilité dans le rouge, eh bien vous pouvez contraindre
la longueur d'onde observée de cette discontinuité Lyman alpha redshiftée, et donc arriver à contraindre le décalage spectral de cette galaxie. C'est ce qu'on montre, encore une petite vidéo que je vais vous montrer ici, et qui montre en haut donc ce sont les spectres, les filtres du télescope Hubble. Le redshift ici, c'est le spectre de la galaxie qui va se déplacer vers le truc, et ça, ce sont des images dans différents filtres. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que cette galaxie se déplace, est décalée vers le rouge par l'observation, par l'expansion de l'univers, elle disparaît dans les bandes ici. Donc les galaxies que vous arrivez à trouver dans des bandes rouges, mais que vous ne voyez pas dans les bandes bleues, sont des galaxies qui, potentiellement, sont des galaxies qui sont très lointaines, et les plus intéressantes, c'est comme ça que vous arrivez à trouver ces aiguilles dans la meule de foin que représentent les images très profondes du ciel. Alors, voici donc à nouveau le champ très profond d'Hubble que j'ai montré précédemment, et un champ simulé dans ce cas-là, GWC, des données existent déjà, mais elles ne sont pas encore publiques à cette résolution. Et donc, le télescope James Webb, bien évidemment, peut accomplir en quelques dizaines d'heures seulement ce qui a pris des centaines d'heures pour les télescopes Hubble. Et donc, on voit pas très bien sur l'écran ici, mais dans les régions sombres de l'image de droite, on voit beaucoup plus de petits points que dans l'image de gauche, et c'est justement ce type de galaxie qu'on s'attend à ce que le télescope James Webb permette de repérer, et qui n'aurait jamais pu être repéré avec le télescope Hubble. Donc, je vais vous montrer ici, on voit pas très bien ces images très profondes, mais enfin, ce sont des champs, cette fois-ci, de données observées du télescope James Webb, obtenu par l'un des programmes dont parlait Pierre-Olivier tout à l'heure, dont les données ont été rendues publiques dès leur obtention par le télescope. On voit pas très bien, mais ils ont été isolés ici sur le bas quelques galaxies particulièrement intéressantes, des galaxies spirales, des groupes de galaxies en interaction, ici, etc. Donc, ces galaxies sont pas très proches de nous, mais elles sont pas très très éloignées non plus. Elles sont des décalages spectrales entre 0,2 et 2, ce qui veut dire en gros que leur lumière a mis entre 2 et 10 milliards d'années pour nous parvenir, donc pas très très lointaine. Et sauf que là, alors là on voit pas du tout, mais il y a un petit point quelque part ici, sur cette image-là, qui pourrait être un objet avec potentiellement, sur la base des couleurs photométriques, un décalage spectral de 11,8, donc ce qui le placerait à moins de 400 millions d'années après le Big Bang. Alors bien sûr, la mise publique de ces données a suscité beaucoup d'enthousiasme pour la communauté astronomique, et qui a suscité beaucoup d'études et d'interprétations, dont certaines ont donné lieu à quelques titres sensationnels. Alors j'ai mis un petit florilège ici, et il ne s'agit pas moins que de ces premiers aperçus sur les galaxies précoces dans l'univers pourrait compromettre la cosmologie, semer la panique dans les modèles d'évolution des disques galactiques, avoir des galaxies impossiblement massives, des galaxies qui est briseuse d'univers, et que l'abondance de galaxies qu'on avait trouvées à grand décalage spectral rendait les astronomes perplexes, qui défiait toute prédiction, etc. Et bien sûr, tout cela avec en toile de fond la course aux distances photométriques les plus lointaines de galaxies distantes, donc jusqu'à des décalages spectraux de 16,6 ici. Alors bien sûr, il faut prendre ces déclarations avec prudence, et essentiellement parce qu'elles sont basées sur des estimations de distance à partir de photométrie en bande large. Et je vous montre ici deux spectres qui sont de galaxies de nature différente, qui sont placés toutes les deux à des redshifts qui sont très différents ici, et qui
dans les couleurs intégrées dans des filtres larges du JWST ne produiront pas de flux photométriques tellement différents. En fait, surtout si vous tenez compte du fait que les galaxies les plus faibles ont des luminosités très petites et donc avec des erreurs photométriques substantielles. Et c'est ce que montrent ici en bas les deux diagrammes qui sont issus de deux études auxquelles on a procédé à des ajustements de spectres de nature différente, ici en rouge, ici et en bleu, ici, à une série de photométries très similaires. Il pourrait même s'agir du même objet. Et ce qu'on voit que la première étude met la galaxie a un décalage spectral de 8,10 et l'autre étude met un décalage spectral de 5. Donc, il faut être très prudent sur les distances de galaxies estimées à partir de redshift photométrique. Et donc, la solution pour sortir de cela, c'est la spectroscopie, et tout l'intérêt que tu mentionnais tout à l'heure, Pierre-Olivier, et qui permet en spectroscopie de caractériser très finement lorsque vous avez une cassure spectrale de ce type-là, soit le break discontinuité Balmer ici ou discontinuité Mann ici, et donc ainsi, sans ambiguïté, déterminer la distance de votre galaxie. On peut aussi utiliser les raies d'émission spectrale, bien sûr. Et donc, voici la galaxie la plus grand décalage spectral jamais confirmé par le télescope Hubble. Donc, juste avant, c'est une galaxie donc assez intéressante. Et c'est cette petite tache ici dans le spectre à deux dimensions, donc direction spatiale, dispersion, et qui a permis aux auteurs d'identifier la discontinuité Lyman, ça va le modèle. Et voici ici dans le spectre monodimensionnel ici. Et donc c'est cette galaxie qui est à l'origine du fait qu'on dit que le télescope Hubble a pu voir jusqu'à 400 millions d'années après le Big Bang. Vous voyez, c'est donc un spectre, c'est vraiment la limite de ce que pouvait accomplir le télescope Hubble. En fait, on voit cette galaxie aussi dans l'infrarouge, donc on sait que ça correspond bien au break Lyman, mais voilà. Donc c'était vraiment la limite de ce que le télescope pouvait voir. Avec le télescope James Webb, le spectrographe donc infrarouge NIRSPEC, dont on a déjà parlé, va permettre de suivre bien plus efficacement des galaxies, même bien plus faibles que la galaxie précédente qui s'appelait GNZ11. Et donc tout ça grâce à ce spectrographe donc, qui a été construit, qui est européen, donc il a été construit, comme disait Pierre-Olivier, par les industriels sous contrat avec l'ESA, et donc, mais accompagné par une petite équipe scientifique, et donc dont j'ai eu la chance de faire partie. Je suis le représentant français sur cette équipe, et donc c'est un instrument que j'apprécie particulièrement, et qui peut, grâce à un réseau de 250 000 de petits obturateurs, observer plusieurs centaines de galaxies à la fois. Et ce sont des micro-obturateurs que l'on peut ouvrir et fermer indépendamment des uns des autres, de manière à pouvoir laisser passer la lumière de cibles intéressantes et en bloquant la lumière du ciel par ailleurs. Et donc voici en gros à quoi ressemble. Alors, une fois que la lumière est passée, on peut la disperser soit avec un réseau, soit avec un prisme. Et voici à quoi ressemble, par exemple, une observation avec 214 spectres observés sur le détecteur. Ça, c'est une simulation. En fait, on a pu faire jusqu'à 253 pour l'instant spectres observés à la fois en données réelles. Alors, l'intérêt de la spectroscopie, c'est pas seulement d'aller confirmer des distances photométriques, mais c'est bien sûr aussi d'aller étudier les propriétés intrinsèques des galaxies lointaines, en particulier leur composition chimique, la dynamique du gaz et des étoiles dans ces galaxies lointaines. Et un des rêves, on va dire, de découverte avec le télescope James Webb, c'est d'identifier cette première génération d'étoiles après le Big Bang, c'est un peu le Graal de la cosmologie, et qui sont des étoiles, comme je le disais, qui seront composées essentiellement de 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, et très massives, et qui ont donc eu probablement des temps de vie pas plus de l'ordre de 1 million d'années ou un peu plus, et donc qui ont très rapidement explosé et relâché dans le milieu qui les environnait, les éléments plus lourds que l'hélium qu'elles avaient produit,
et qu'on appelle donc les métaux en astronomie. Et donc, il faut vraiment, alors, étant donné que quelques millions d'années à l'échelle cosmique sont très très peu, donc il faudra être chanceux pour pouvoir découvrir un endroit de l'espace où une population d'étoiles primordiales est en train d'ioniser un nuage de gaz primordial qui n'est composé que d'hélium et d'hydrogène autour d'elle, et où on détecterait que les raies de l'hélium et de l'hydrogène. Enfin, c'est un des rêves auquel on peut s'approcher le plus possible sans jamais l'atteindre, en fait. Et donc, voici un des premiers spectres, donc, qui a déjà été montré peut-être, qui a été obtenu avec le télescope, l'instrument NIRSPEC, donc, et ici, une galaxie à décalage spectral de 8,5, c'est-à-dire que sa lumière a mis 13,1 milliards d'années pour nous parvenir. Et donc, vous voyez que, bon, dans ce cas-là, il y a des raies d'émission de beaucoup plus d'éléments que l'hydrogène et l'hélium, donc même si en quantité très très petite, je crois que c'est l'ordre du %, quelques pourcents de celui dans la Voie lactée. Moins esthétique, mais peut-être plus impressionnant, est ce spectre donc de la galaxie GNZ11 que nous avons obtenu il y a quelques semaines, et qui est donc la galaxie GNZ11. Je vous ai mis pour rappel ici le spectre qui avait été obtenu avec le télescope Hubble, et vous voyez ici le niveau de détail qui est donné d'observer dans ce spectre avec de nombreuses raies avec l'instrument NIRSPEC, une galaxie qui a un décalage spectral qui a été revu à la baisse entre-temps à 10,6 est exceptionnel. Et donc des analyses sont en cours en ce moment pour interpréter les intensités relatives de ces raies, la forme du continu ici, pour pouvoir en déduire des contraintes sur la source la source qui illumine la galaxie, et les contraintes sur la composition du milieu interstellaire. Et il se trouve que les rapports d'intensité de ces différentes raies diffèrent de ceux qu'on a l'habitude de voir dans les galaxies plus proches à formation active d'étoiles. Et donc, elles ont déjà suscité plusieurs publications, enfin pré-publications, donc avec des interprétations très différentes sur l'origine, ce qui pourrait composer cette galaxie. Alors, un autre cas intéressant, très intéressant, c'est l'étude de la recherche des trous noirs dans les petites galaxies à grand décalage spectral. Ici, il s'agit d'un spectre de galaxies un peu plus proche. Donc, décalage spectral ici, c'est à 1 milliard d'années après le Big Bang, en quelque sorte. Et vous voyez, de manière intéressante, que ce spectre, donc, a des raies qui présentent une large base ici, comme les raies de l'hélium sont des raies hélium et l'hydrogène, et des raies qui sont plus fines ici, qui n'ont pas de large base, et qui se trouvent être des raies interdites. Et en fait, il se trouve que ce type de diagnostic est un diagnostic sans ambiguïté que cette galaxie probablement a en son cœur un noyau actif de galaxie, c'est-à-dire c'est une source très intense et très concentrée de lumière qui prend son origine dans un disque d'accrétion autour du trou noir central de la galaxie. Et en fait, la manière dont on peut dire ça, c'est voici donc une schématisation de ce qui se passe avec un trou noir au centre de la galaxie, un petit disque d'accrétion tout autour qui émet beaucoup de lumière, et ici un tore de gaz et de poussière qui vient en effet dans le trou noir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les nuages de gaz qui sont près de la source ici ont des dispersions, ont des vitesses qui sont très élevées, de l'ordre de 1000 km par seconde ou plus, plusieurs milliers de km par seconde, et aussi ils ont des densités qui dépassent le milliard de particules par 1 cm3. Alors que plus loin ici, les densités sont beaucoup moins grandes, et les vitesses sont de l'ordre de 100 à 1000 km par cm3. Et donc, tout ça pour dire que le gaz dans cette région très agitée, qui est à l'origine de l'élargissement Doppler, qu'on voit ici, et qu'on voit ici, ne peut pas créer de raies interdites, parce que pour créer des raies interdites, il faut des densités faibles, parce que ce sont des raies qui sont excitées collisionnellement, qui ne peuvent, comme vous savez, qui violent les lois de sélection mécanique quantique. Et donc,
c'est la raison pour laquelle de voir des raies permises, hydrogène et hélium, et des raies interdites, nous dit ce qui se passe sur un trou noir central. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser la largeur, la dispersion à vitesse ici des raies au centre pour estimer la masse du trou noir central. Et dans ce cas-là, c'est ce qui a été fait ici en modélisant les raies et pour dire que cette galaxie, à 1 milliard d'années après le Big Bang, contient un trou noir de 160 millions de masses solaires. Tout ça pour dire que avec la spectroscopie, on arrive à mesurer la masse des trous noirs dans les galaxies, dans l'univers lointain. Et ce qui se passe, c'est que ces masses sont relativement petites, enfin on parle de quelques dizaines de millions de masses solaires ici. Et que signifie-t-elle donc, qu'apprend-on sur l'univers avec ces mesures de dispersion de vitesse et donc de masse de trou noir? Eh bien, il se trouve que la masse du trou noir central d'une galaxie est corrélée à la masse de la galaxie haute. Ce sont des corrélations qui sont ici dans ces deux diagrammes et qui montrent aussi deux populations de galaxies, une population de galaxies proches à gauche et une population de galaxies hautes de quasars, de quasars. Donc, les quasars sont, encore une fois, des listes d'accrétion autour de trous noirs supermassifs, dans les trous noirs que vous lisez ici, qui ont entre centaines de millions d'années et plusieurs centaines de millions de masses stellaires et plusieurs milliards de masses stellaires et dans l'univers lointain. Et ce qui se passe, c'est, vous voyez qu'avec le télescope James Webb, on peut sonder aux masses, on commence à pouvoir regarder sur les premiers résultats seulement aux masses de trous noirs un peu plus faibles que ce qui pouvait être vu jusqu'à maintenant. Et ce que l'on voit, c'est que quand on regarde les galaxies plus petites, les trous noirs, si on compare aux galaxies proches, sont surdimensionnés par rapport à la masse de la galaxie. Donc, pour interpréter ces résultats, voir ce que cela signifie sur la croissance des trous noirs dans l'univers primitif et quelle est l'implication pour la formation des galaxies elles-mêmes, il faudra bien sûr plus de données. En tout cas, c'est un des cas scientifiques qui a suscité l'intérêt parmi la communauté des gens astronomes qui s'intéressent à l'univers primitif. Alors, je vais parler maintenant avec les quelques minutes qui me restent du programme JADES, qui est un grand programme d'observation qui est centré sur l'étude de l'évolution et la formation des galaxies et qui a été conçu par les équipes scientifiques qui ont développé donc les instruments NIRCam et NIRSPEC, dont je fais partie, donc nous avons observé, donc celles-ci sont publiques et qui montrent un champ. Le premier résultat ici qui ont été obtenus à l'automne dernier, un champ qui contient une centaine de milliers de galaxies et dans lesquels nous avons appliqué la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure de présélection de galaxies très lointaines sur la base des couleurs photométriques. Et en suivant en spectroscopie ces quelques candidats que nous avions isolés avec l'instrument NIRSPEC, nous avons pu identifier quelques galaxies extrêmement lointaines. Qui sont ici, on ne les voit pas très bien, mais tout est-il que ce sont des galaxies qui sont très très faibles, elles sont 10 à 20 fois moins lumineuses que la galaxie GN-Z11 qui avait été observée avec le télescope Hubble, et donc ce sont des galaxies qui sont totalement hors de portée de tout spectrographe autre qu'un spectrographe sur le télescope James Webb. Et donc les galaxies sont de plus en plus rouges ici, au fur et à mesure, leur spectre sur la droite avec la discontinuité Lyman, on voit pas très bien, mais qui est de plus en plus décalé vers le rouge ici, et pour avoir des décalages vers le rouge jusqu'à 13,2. Ces galaxies sont les plus lointaines qui ont été confirmées à ce jour. Donc 13,2, ça signifie 320 millions d'années après le Big Bang, donc c'est 100 millions d'années plus tôt que le GN-Z11. Le Big Bang. Ce qu'on peut dire de ces galaxies, c'est qu'elles sont pas très massives, elles sont entre quelques dizaines de millions de masses solaires et quelques centaines de millions de masses solaires, c'est-à-dire presque 1000 fois moins que notre galaxie aujourd'hui. Et qu'elles sont très pauvres en métaux, environ quelques pourcents de la métallicité solaire.
peut dire aussi qu'elles sont très très petites. Leur taille, on peut la regarder avec l'imagerie NIRCam. Elles ont des tailles qui sont presque 200 fois moindres que la taille de notre galaxie aujourd'hui. Et donc, pourtant, en étant peu massives, pauvres en métaux, minuscules, elles forment des étoiles au même taux que la Voie lactée aujourd'hui. Donc, là, nous dit qu'en fait, ces petites galaxies montrent une émergence rapide des premières galaxies, des premières étoiles. Ce ne sont pas les premières, c'est encore loin du début, peut-être, qui sait. Et excusez-moi, je vais revenir là. Bon, c'était ma dernière slide de toute façon. Et non, et je voulais juste dire que en fait, donc elle nous montre l'émergence rapide et accompagnée de flux très intenses d'émissions ultraviolettes. Voilà. Donc ça, c'était ma dernière slide qui montre qu'en gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'exploration de l'univers primordial, l'univers primitif, pardon, avec le James Webb, c'est que il nous a permis de voir plus loin que ce qu'avait permis de voir Hubble, qu'on a pu voir jusqu'à 320 millions d'années après le Big Bang. On a appris quelques détails intéressants sur les populations de galaxies à très grand décalage spectraux, leur capacité à former des trous noirs, peut-être plus de trous noirs que ce qu'on s'attendait, et que ça n'est bien sûr que le début. D'ailleurs, je crois que d'ici la fin du mois, la collaboration CIRS a programmé le suivi spectroscopique d'un candidat qu'ils ont un décalage spectral de 16,4. Donc, si ce candidat était confirmé, ce serait une galaxie qui serait seulement 240 millions d'années après le Big Bang. Et donc, on s'approche petit à petit du début. Et bien sûr, c'est la statistique qui nous permettra d'étudier, caractériser cette époque. Pour l'instant, on n'en est qu'au début avec quelques records à battre au fur et à mesure. Merci beaucoup. Mais avec en fait, ces galaxies observées, elles ont, je sais pas, la milliard de masse solaire, je sais pas. Enfin, on voit des trous noirs de l'ordre de 10 puissance 8 masse solaire. D'accord? Donc, elles ont des masses solaires d'au moins 10 puissance 9, typiquement. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Bon. Enfin, ou peut-être plus. Et comment, il y a un temps pour former ces objets aussi complexes. Donc, est-ce qu'on se rapproche pas extrêmement dangereusement où se trouve la rayonisation si on a des choses aussi loin? Non, tu vois que là, enfin, ceux-là, ils sont pas très très loin. Ceux-là, ils sont en redshift 5, ils sont 1 milliard d'années après le Big Bang, ceux-là. Donc, oui. Les 12 autres, ceux-là, on ne sait pas s'ils ont des trous noirs encore, mais effectivement, c'est toute la question, une des questions, une autre question à laquelle on veut répondre avec le James Webb, c'est comment se fait-il qu'il y ait des trous noirs au supermassifs du milliard de masses solaires avec des décalages spectraux qui vont jusqu'à 7, effectivement. Et alors, les hypothèses sont des mini-halos, enfin des halos de matière noire au départ qui auraient pu faire de collapse trou noir direct, ou une croissance super Eddington. Et je pense que si avec le test comme James Webb, tu arrives à caractériser au fur et à mesure de l'évolution la distribution de masse des trous noirs, tu pourras voir si est-ce que les trous noirs, les supermassifs existaient déjà avant ou est-ce qu'ils étaient plus ou est-ce qu'ils étaient, voilà. Et donc c'est comme ça, c'est justement une des questions à laquelle on veut répondre. Enfin, on veut. La communauté veut répondre. Je parle on, mais. Oui. 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 Oui, alors justement, je crois, donc un des résultats vraiment très très surprenants, c'est la mise en place de toute la séquence de Hubble très 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 tôt dans l'histoire de l'univers, c'est ça. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas. Oui, alors c'est ce qui se dit parce que alors bon, peut-être que tu vas affirmer. Oui, non, mais juste... ça rejoint un peu cette question de Gabriel, quoi. Comment ça a pu se mettre en place si rapidement? Voilà. C'est-à-dire des galaxies déjà développées, des galaxies spirales, etc. Oui. Très très tôt dans l'histoire de l'univers, ce qui est complètement. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Justement, c'est ce que je disais sur la panique dans le modèle de formation des disques qui était tout à l'heure. En fait, il se trouve que d'ailleurs le papier, l'étude qui a, je ne sais pas s'il a accepté d'ailleurs ce papier, enfin, il a mis longtemps à être. Alors, ce qui se passe, c'est que ce sont des études qui ont été faites sur la base d'inspection visuelle de plusieurs personnes, et depuis, il y a 2 études qui sont sorties en février avec l'inspection de morphologie avec machine learning.
et qui infirment donc cela, et qui disent par exemple que oui, tu vois des disques qui sont bien formés jusqu'à 2, un petit peu jusqu'à 5, je parle en redshift, et mais que rien auquel on ne pouvait ne pas s'attendre avec juste en regardant un petit peu plus profond Cobol qui avait été noyé dans le bruit Cobol. Et donc c'est encore une fois, alors donc là il y a l'inspection visuelle et pour ce qui est des galaxies très massives à grande dégage spectrale dont on a parlé aussi dans la presse, c'est là c'est plutôt l'histoire de la distance qui serait surestimée. Merci beaucoup Stéphane pour cette jolie présentation. Le problème de base, c'est qu'il y a 2 paramètres à déterminer, le redshift, tu l'as bien précisé, et la masse. Autant le redshift, il n'y a aucun problème, surtout si on a un spectre. En plus, on peut aller très loin avec la photométrie parce qu'on peut faire jouer, et avec le Lyman break, le Balmer break, etc., on peut faire jouer et on peut déterminer le Z assez précisément. Autant la détermination de la masse, dont on évoquait, est extrêmement dépendante des modèles. Donc pourquoi c'est intéressant de savoir quelle est la masse? Il y a des erreurs et je confirme que moi je dis que depuis des années que les galaxies très lointaines sont très massives et plein de gens ne parlent que de la progression hiérarchique de la masse, c'est-à-dire qu'il faut un temps pour arriver à cette masse. Personne peut dire j'ai raison. Aucun des chercheurs ne dit j'ai raison. Mais il faut absolument trouver des moyens de déterminer la masse proprement. Pourquoi? Parce que ça régit toute l'histoire de la cosmologie. Et tu as bien précisé dans ta présentation que c'était un processus après le Big Bang, c'est-à-dire la cosmologie primordiale. Si la galaxie s'est formée très massive, ça se fait, et c'est des gens comme Jeremy Ostriker ou Martin Rees qui ont publié les papiers. Oui, la galaxie est très massive, mais elle ne peut se faire en un temps très court, et ça se fait par fragmentation, c'est tout. Alors, ça se fragmente, le temps de la fragmentation, la galaxie massive est faite en un temps record. Tandis que si on prend l'évolution hiérarchique, il faut effectivement formasser toutes les petites masses et ensuite, donc si elles étaient massives, si on y arrivait, on montrerait que c'est la fragmentation qui domine, donc des contraintes sur la cosmologie. Bon, personne n'a raison, personne n'a tort pour le moment. Vraiment, on attend de ces résultats du JWST de magnifiques résultats. Et non seulement du NIRSPEC, mais de la suite, c'est-à-dire MIRI évidemment, et je dirais du prochain télescope qu'on appelle le CLID, qui va regarder ça avec des populations, c'est-à-dire faire de la statistique sur les observations. Voilà, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Et bien sûr, dans les estimations de la masse à partir de la lumière, il y a tout. On ne sait pas si ces étoiles ont les mêmes rapports masse-luminosité, etc., qu'il y a dans l'univers. Donc, tout est très incertain. Enfin, bon, merci Stéphane pour ce panorama. Bon, toi qui es plongé dans le bain, etc., est-ce que je peux me permettre une petite question de prédiction? Oui. Bon, tu en es au redshift 13, vous visez 16 dans quelques mois, vous l'avez peut-être déjà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, quelle limite va atteindre JWST in fine? Est-ce qu'on obtiendra c'était quoi, c'est le 13,4, enfin la limite que tu avais mis à 70 millions d'années? Ah, oui. Alors là, je pense que les redshifts confirmés. Oui. Je pense que avec NIRCam, on arrivera à voir 70 millions, parce que c'est le bout du bout de la distribution d'énergie spectrale. Mais un aspect, non, je pense que s'il y a des galaxies à trouver, on pourra les voir. Il suffira de poser plus longtemps. Là, ces galaxies commencent à être faites. Bon, le spectre de GNZ11, on a eu en 6 heures ou 7 heures. Mais les spectres de plus petits, c'était les plus brillants, c'était entre 10 et 20 heures. Mais on peut imaginer un programme que si
premier, on est déjà à des magnitudes 30 comment dire, de pause photométrique. Là, on est juste à 28,5 seulement pour le spectre en continu. Mais, donc, on peut imaginer, la mission va durer 20 ans. Donc, si on arrive, il va y avoir des surveys, déjà au cycle 2, je pense, des surveys plus profonds qui vont avoir des magnitudes 31, etc. Deux peut-être. Et toujours est-il que en tout cas, il y a beaucoup de programmes qui ont été donc je pense que ce serait une question de poser assez longtemps. Je ne vois pas à la limite. Je pense que s'il y a des galaxies lointaines, on les verra. Et donc il faudra juste être patient, je pense. Mais en fait, on n'en sait rien. Je ne sais pas. Est-ce que ça va chuter brutalement derrière un redshift de 15, 16, 17, je ne sais pas. Ou est-ce que ah, voilà. Ben justement, alors, oui, voilà, ça dépend. Voilà, on peut pas tout dire, mais enfin bon. Et j'osais dire que je trouve un des phénomènes intéressants, c'est les gens qui cherchent les étoiles primordiales sur les caustiques d'amas. Et donc, si tu poses suffisamment longtemps sur un amas de galaxies et que les étoiles en arrière-plan ont des dispersions en vitesse, etc., il se peut que elle soit dans une amplification de 1000 à 10 000, un facteur 10 000, parce que des étoiles simples, on ne pourra pas les voir aussi lointain, mais des étoiles supermassives, amplifiées 10 000 fois, on pourra les voir. Et donc, c'est un petit peu ça, le Graal qu'on cherche. Quand je parlais du Graal, des étoiles primordiales, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et... non, non, non. Je me permets de vous demander qu'est-ce que c'est que la rupture de Lyman, parce que j'ai pas compris la logique qu'il y a derrière cette notion de rupture de Lyman. Alors, oui, la discontinuité Lyman, alors, c'est une discontinuité, c'est alors, il y a deux ruptures de Lyman. Un, c'est le fait que dans le spectre, qu'un spectre est absorbé. C'est dans le spectre, un spectre d'étoiles. Alors là, il y a deux. Alors, on va se placer on se place dans un contexte cosmologique. Si vous avez un spectre en loi de puissance ultraviolet et que vous avez de l'hydrogène dans le mien et que le spectre, donc, si vous avez de l'hydrogène autour de votre spectre, l'hydrogène va absorber toute la lumière qui est aux énergies plus grandes qu'un Rydberg, c'est-à-dire plus petites que 912 angstroms en longueur d'onde. Donc ça va faire une rupture. Ça, c'est une discontinuité de Lyman, de discontinuité, voilà, du Bragg Lyman. Si dans l'univers primordial, il se passe en plus que l'hydrogène neutre peut absorber l'arrêt dans l'arrêt Lyman alpha, l'hydrogène neutre. Et ce qui se passe, c'est comme votre objet lointain. Nous, dans son repère propre, il se voit, son Lyman alpha, il le voit à 1216 angstroms. Un nuage de gaz qui est un petit peu plus proche de nous, il va le voir un petit peu redshifté, décalé vers le rouge. Il va le voir excusez-moi. Il va voir des photons qui au début étaient à, on va dire, 1000 angstroms, ils ont été décalés vers le rouge, 1216. Et lui, il va voir des photons à 1216, il va les absorber. Et ainsi de suite, vous avez des photons qui, au départ, dans le spectre au repos, étaient à 800 angstroms, mais avec l'expansion de l'univers, ils vont rencontrer à un moment un atome d'hydrogène qui va les voir redshifter à 1216 angstroms. Ils vont dire, ah ben tiens, j'absorbe. Et donc, tout l'hydrogène qui est sur la ligne de visée va absorber dans son repère propre à 1216 angstroms la lumière qui, au départ, était à 1216 angstroms ou aux longueurs d'onde plus courtes. Et donc, tout le spectre aux longueurs d'onde plus courtes que 1216 angstroms va être mangé. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que donc cette lumière, les galaxies ne sont pas apparentes dans cette lumière, elles vont être noires, parce que tout aura été absorbé par l'hydrogène neutre à différentes positions le long de la ligne de visée. Je vous en prie. Peut-être que la réponse sera plus courte. Il y a, je sais pas, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, il y a peut-être une quarantaine d'années, on parlait
à un moment donné d'étoiles supermassives. Alors, tu n'as pas donné de chiffres sur tes étoiles très massives. Je sais pas, ça serait intéressant de savoir de quelle masse tu parles. Moi, la masse dont je parle, c'est plusieurs millions de masses solaires. C'est-à-dire, ça, c'était à l'époque avant les trous noirs, etc., mais par des gens comme Willy Fowler, Ostraker, etc. Et elles avaient des propriétés intéressantes parce qu'elles étaient relativement stables pendant un certain temps. Et donc il proposait qu'il pouvait y avoir au tout début de l'univers une première génération d'étoiles qui était en fait composée d'étoiles supermassives. Et moi j'avais regardé des histoires de supernovae qui explosaient à ce moment-là, etc. Alors est-ce que ce type de concept, c'est-à-dire d'étoiles supermassives mais qui sont pas des galaxies sous-massives, qui seraient intermédiaires en quelque sorte entre les étoiles plus ordinaires qui viendraient d'abord et puis les galaxies, est-ce que ça pourrait pas, cette hypothèse pourrait pas être réactivée d'une certaine façon, parce que ce qui était dans mon souvenir, c'était une phase relativement stable, bien qu'à plus long terme, disons au bout de peut-être 100 000 ans ou 1 million d'années, elle finissait par s'effondrer, etc. Mais voilà, c'était un petit peu un petit rappel dans le temps sur une phase, Oui, non, tout à fait. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de cette formation d'étoiles-là. Ce que je peux dire, c'est que les modèles dont on parle, que je parlais, sont des étoiles entre 500 et 1000 masses solaires. On m'a parlé l'autre jour de modèles courants d'étoiles de 10 000 masses solaires. C'est complètement ouvert, je pense. Et effectivement, quand tu dis stable, tu parles de stable Oui, non, c'est ça, mais stable sur les temps de vie ce sont aussi des temps de vie qui sont très très courts, j'imagine. Ouais. Tu disais 100 000 ans, quand même, c'est court, quand même, pour une étoile. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Non, on verra, ce sera la surprise. Donc, oui. Très bien, ben écoutez, on va arrêter là. Je crois qu'on peut encore féliciter nos intervenants. Une petite mention particulière pour Mathilde et Ashreen, quand même. Vraiment, bravo.